si je devais résumer en un mot, je dirais territoire exceptionnel, congrès exceptionnel. On est vraiment très, très heureux au comité français d'avoir, puisque c'est à l'époque le directeur Sébastien Moncor et l'équipe qui avaient proposé il y a plus de 4 ans que le congrès se fasse à Marseille. On est vraiment très, très heureux d'avoir fait ce congrès à Marseille, à la fois parce qu'on a eu un site exceptionnel, mais ça, on le savait, on l'avait mis dans le dossier de candidature. Un congrès de l'UICN, ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans un palais des congrès au fin fond d'une banlieue triste. C'est quelque chose qui est vraiment en lien avec le territoire. Et un merci à nouveau à Didier Réau, parce que je pense que si on a pu aussi intéresser et convaincre le jury qui a choisi la France et qui a choisi Marseille de venir à Marseille, c'est parce qu'on a pu, dès 2017, montrer l'exception du parc des Calanques, du parc marin, des travaux qui étaient initiés. Puis un grand merci aussi à la ville de Marseille, en particulier à Christine Just, parce que effectivement, avec les reports et le Covid, ça a été compliqué. Alors, si on devait résumer en quelques chiffres, d'abord, c'est le congrès qui a eu le plus de nombre de participants des derniers congrès. Hawaï précédemment, Jeju en Corée. On a eu 5700 participants sur place, de véritables congressistes, hein, les meilleurs experts au monde en matière de biodiversité et en matière de représentation. Les États étaient tous présents. 4700 participants en ligne. Il a fallu s'adapter parce que des pays en zone rouge n'ont pas pu venir. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu ce frein avec les vaccins européens, on aurait eu sans doute plus de 15 000 participants. Donc c'est vraiment, et malgré tout, malgré les contraintes, c'est quand même le congrès le plus important et qui a rassemblé le plus grand nombre d'experts d'agences d'État, de communautés autochtones. Je pense que c'est vraiment le résultat d'un travail positif. Exceptionnel aussi par les événements qui ont eu lieu, les 4 sommets internationaux, celui sur les entreprises qui était vraiment un choix de la France, car aujourd'hui, on ne peut pas imaginer la transition et la transition dans sa durée sans impliquer et travailler avec le monde des entreprises. C'est vraiment l'objectif aussi qu'on a, nous, au comité français. Alors, évidemment, avec des contraintes. Enfin, pour nous, c'est pas, on ne peut pas travailler avec tout le monde n'importe comment et sur n'importe quoi, mais je suis ravie de partager la table ronde aujourd'hui avec des gens avec qui que nous apprécions. Et également un sommet des autorités locales, ça a été vraiment un poids et ça a été décisif aussi sur les décisions qui ont été prises durant le congrès, puisque depuis le congrès de Marseille, nous avons la possibilité d'avoir des collectivités locales qui sont membres. Et si on a choisi de porter ça depuis 15 ans au niveau français, c'est parce que nous avions un excellent travail qui était mené avec la région Île-de-France et avec les autorités locales de la ville de Marseille à travers leurs agences. Un sommet des peuples autochtones. Je ne reviendrai pas sur le sujet. Parmi les motions qui ont été adoptées, on a par exemple en bilan celle qui s'engage à préserver 80% de l'Amazonie horizon 2030. On est tous conscients de l'enjeu planétaire. Et puis également un sommet de la jeunesse, puisque la jeunesse est au cœur des travaux et au cœur des travaux qu'on mène au comité français, qu'on porte au niveau mondial. Et on a vraiment cette volonté de se dire que ce n'est pas simplement pour transmettre, se dire qu'on préserve la planète pour les générations futures, c'est qu'on est convaincu qu'il y a une véritable richesse et expertise dans les jeunes générations avec lesquelles on travaille. Et nous associons au niveau du comité français toute cette expertise. Et d'ailleurs, l'équipe du comité français est assez jeune. Ça montre bien le dynamisme et l'attractivité vers ces sujets. Congrès satisfaisant aussi, puisque toutes les motions qui avaient été portées par la France, en partie d'ailleurs soutenues par des acteurs de la région de Marseille, toutes ont été adoptées, soit en ligne précédemment, soit au moment du congrès. Et il y a évidemment la motion collectivité locale dont j'ai parlé, mais d'autres motions importantes pour la région sur le renforcement des mammifères marins par la coopération régionale, par exemple, sur la préservation des vieilles forêts d'Europe. On est un peu plus loin que Marseille, mais je pense que c'est un sujet français. La planification des espaces maritimes avec les annonces aussi conjuguées du président de la République et la conservation de la biodiversité. Voilà, un certain nombre d'annonces. On a près de 30 annonces qui portent sur la mer et l'océan, 30 décisions internationales, et ça va me permettre de faire rapidement le lien avec les perspectives, parce qu'un congrès de l'UICN, c'est évidemment la réunion des meilleurs experts mondiaux. Ce sont des motions, des recommandations politiques, et ce sont des recommandations politiques qui ont à vocation d'effet. Moi, je rentre de la COP de Glasgow, j'ai partagé ce voyage, en tout cas à quelques jours d'écart, avec Christine Just. On dit souvent les COP ne servent à rien. C'est facile de dire en fait les grandes réunions internationales ne servent à rien. Moi, je ne pense pas. Je crois qu'on fait aussi avancer les sujets dans l'opinion publique, on fait avancer les sujets auprès des décideurs et on fait avancer les sujets dans le fait.
Et un congrès de l'UICN, ce sont des motions qui s'appliquent et qui s'appliquent de façon concrète. On en a beaucoup parlé en préparation du congrès, avec y compris les interlocuteurs de votre région, donc je ne reviendrai pas dans les détails. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on a adopté un manifeste de Marseille. Ce manifeste de Marseille, c'est une sorte de déclaration finale, un peu comme une déclaration de COP, qui est focalisée sur 3 thèmes principaux. Le cadre post-20 pour la conservation de la biodiversité, avec une ambition d'influencer la COP 15 sur la biodiversité, mais également la COP 26. L'importance de la protection de la nature dans la reprise mondiale post-pandémie, c'est vraiment un sujet sur lequel on a travaillé pendant 3 ans. Et l'idée, c'est arrêtons d'investir dans des projets néfastes à la nature, arrêtons de distribuer des financements qui aggravent la situation mondiale. Et enfin, un 3e point, la lutte contre le réchauffement climatique pour réduire fortement les émissions des énergies fossiles et développer des solutions fondées sur la nature. Et ça me permet de faire le lien, et après je vous rends la parole, c'est que effectivement, nous avons choisi au sein de l'UICN Monde de lier depuis longtemps ces 2 questions, cette double crise, crise du climat et crise de la biodiversité, parce que, sans rentrer dans les détails, il est évident que tous les indicateurs montrent que lorsqu'on a un réchauffement climatique, on a plus de sécheresse, on a une destruction des forêts, etc. Je ne vais pas revenir sur le cycle, mais les 2 crises sont liées. Et pendant très longtemps, les sujets étaient différenciés d'un point de vue de politique publique, d'un point de vue de COP internationale. Donc la demande du Congrès de l'UICN, c'est il faut absolument lier les crises et parce qu'il y a une partie de cause commune et parce qu'il faut trouver des solutions communes. Il faut arrêter de replanter des arbres n'importe comment, n'importe où, au détriment des populations et de la biodiversité. 2, on a une urgence, une double urgence et une crise aggravant l'autre. On a vraiment la nécessité de réintégrer dans les discussions sur le climat la nature. Et je pense, malgré la tonalité assez négative de conclusion de la COP de Glasgow, que ça fait partie des éléments positifs. Nous parlons de l'autre COP, la place de la nature à Glasgow. De façon très rapide, on a constaté par rapport à un certain nombre de COP d'évolution que pour la première fois, le sujet nature était présent sur les pavillons des États. Le sujet nature était évidemment présent sur les pavillons des ONG, mais c'était le cas depuis longtemps. Les indicateurs étaient la liste rouge des espèces menacées de l'UICN. C'est-à-dire que dans les débats, dans les faits, dans les prises de parole officielles à la tribune, je pense que Christine en parlera mieux que moi, mais également dans les prises de parole des autorités locales, des collectivités locales qui étaient présentes, on avait cette idée double crise et présence de la nature dans les sujets de la COP. Alors, on a juste pour finir, un petit sujet de tristesse, c'est qu'on n'a pas réussi à obtenir en tant qu'observateur, en tant que partie, l'intégration des solutions fondées sur la nature dans la déclaration finale du pacte de Glasgow, mais c'est quand même déjà une grande étape d'avoir pu lier les crises, et c'était vraiment aussi dans les objectifs politiques pour l'UICN, les objectifs de Marseille. Le directeur général de l'UICN, Bruno Oberlé, était présent à la COP à Glasgow pour affirmer à la fois les conclusions de ce que nous avons fait à Marseille pendant 10 jours, et les 4 années avant, et le manifeste de Marseille. Et nous porterons de la même façon et dans l'autre sens les questions du climat au sein de la COP de la CBD, car si on ne lit pas les crises, on ne trouvera pas de solution durable. Voilà. Merci beaucoup. Juste un mot peut-être sur la suite, Maud Lelièvre. Justement, vous préparez la COP 15. C'est quoi votre agenda là, sur les prochains mois? Alors, l'agenda de l'UICN sur les prochains mois, on a un agenda international important, et je pense que c'est bien qu'on ait cet agenda pour accélérer les prises de décision. En concernant la COP, il y a une petite partie qui a eu lieu en ligne en octobre, avec une réunion préparatoire sur laquelle on travaille qui a lieu en janvier en Suisse, qui sera en physique. Et puis, si tout va bien, et on l'espère vraiment, la COP, la CBD, fin avril, début mai, à Kunming en Chine. Il y a un deuxième agenda international qui nous semble important de préciser, qui est, et on y est partie prenante avec nos experts océans, et parce que l'océan a fait partie de 30 motions sur les 137 déclarations politiques et recommandations adoptées par l'UICN, c'est qu'il y a le One Planet Summit consacré à l'océan, qui s'appelle le One Ocean Summit, qui aura lieu le 11 et 12 février, qui est organisé par l'ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor et l'État français, mais qui, comme tous les One Planet, attrait un certain nombre d'États étrangers, obtient des discussions. Et pour nous, c'est un sujet interconnecté. Évidemment, la question des océans est interconnectée avec la question du climat et de la biodiversité. Donc, on en attend beaucoup et on est partie prenante et force de proposition. Donc, ça fait un double agenda dans une année qui va être, je pense, un peu chargée. Voilà. Bien sûr, merci.
et qui aura lieu à Brest, hein, de ce que… Brest, 11 et 12 février à Brest, avec effectivement un segment de haut niveau. On ne peut pas tout avoir à Marseille, hein, mais il faudra quand même… Mais on espère que les Marseillais, en tout cas, ce n'est pas nous qui sommes à l'invitation, c'est évidemment l'État français et l'ambassadeur, mais en tout cas, je pense que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a travaillé avec les Marseillais, notamment sur l'océan, sera forcément présent dans les débats.